Nous le savons depuis longtemps. Nous le disons depuis longtemps, tout cela est écrit depuis longtemps, Valérie Traîtresse nous fera tout jusqu'au jour de l'élection. Dans une déclaration récente, elle a affirmé virilement qu'elle voterait le pass vaccinal. Rien que ça. Qu'une telle loi contredise fondamentalement le protocole de Nuremberg de 1947 qui interdit purement et simplement une telle vaccination, la Valilou n'en a strictement rien à cirer, comme l'avait dit en son temps la célèbre Édith Cresson, Premier ministre de Mitterrand, à propos de la bourse. Cresson n'en avait rien à cirer de la bourse, Valilou, elle, n'en a rien à cirer du protocole de Nuremberg. Et en avant toute, pour le pass vaccinal, au pas de loi, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Faisons tourner dans nos minuscules cerveaux nos délicieuses petites neurones et réfléchissons un peu. Un adolescent qui attrape le Covid aura au pire un peu de fièvre et un petit rhume. Et en 2 ou 3 jours, tout sera fini. Et v'là-t-il pas le couple infernal composé de Macronor, passeur vaccinator, et de Valilou la Picou, qui veut imposer un traitement picousique à ce malheureux gamin, alors que ce pauvre gosse pourra tout de même attraper le Covid et pourra tout de même le transmettre à son entourage dans la joie et la bonne humeur après avoir été vacciné. Que le Manu s'enferme à double tour dans son délire vaccinal, passe encore. Ou plutôt passe vaccinal encore, mais que la Valoche, tel un petit toutou trottinant derrière son maître, s'enferme à son tour dans le délire vaccinel, voilà qui en dit long sur ce qu'elle est vraiment. Toute la difficulté des prochaines semaines, qui vont précéder les élections du printemps, sera de décrypter les stratégies et les manœuvres, j'oserais dire les basses manœuvres du parti Les Républicains. Celui-ci oscillera au jour le jour entre son aile droite, à laquelle il donnera la parole pour aller à la pêche aux électeurs conservateurs, et entre son aile gauche, à laquelle il donnera également la parole pour aller mordre sur les électeurs macronistes mollassons. En gros, ce parti va pouvoir se définir comme un parti d'extrême centre, c'est-à-dire qu'il ne sera centré sur à peu près rien, sauf sur l'élection ou la réélection de ses membres. En clair comme en très sombre, le parti des Républicains, dont beaucoup espéraient une mort en bonne et due forme pour peu que le jeu politique s'éclaircisse, va renouer avec ses vieux démons et va très sûrement fausser dangereusement les élections présidentielles et législatives du printemps prochain. Heureusement, il nous reste plusieurs mois pour faire tomber les masques. Je vous souhaite une très bonne soirée. En théorie, le syndicalisme est un contrepoids tout à fait utile au pouvoir du patronat et peut favoriser la discussion entre partenaires obligés au service du bien commun. Cela, c'est la théorie. Si l'on regarde ce qu'a été le syndicalisme français depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'on peut se poser de vraies questions sur son utilité réelle. En effet, les syndicats français se sont politisés à outrance et sont donc complètement sortis du seul rôle qui était le leur, la défense du monde des travailleurs contre les éventuels débordements du patronat. À cet égard, et à titre d'exemple historique, la CGT, affiliée au Parti communiste français, et donc soumise autrefois au diktat de Moscou, a joué un rôle délétère dans la reconstruction de la France d'après-guerre. Ce syndicat marxiste par tous les pores halal de sa peau a fait de la révolution l'alpha et l'oméga de sa politique. Et il intervient toujours lourdement, très lourdement, beaucoup trop lourdement dans le débat politique, accompagné en cela par ses compères de toujours, la CFDT et FO, avec lesquels il entretient des conflits apparents pour la forme, mais une véritable complicité en sous-main. Seules la CGC et la CFTC raisonnent et agissent en véritables syndicats au service du monde du travail, cadres, employés ou ouvriers, mais ces deux syndicats sont très minoritaires dans le débat syndical général. Un récent article du journal Le Monde révèle à quel point le syndicalisme français déraille juste grave, je veux dire quelque part.
D'après ce journal, qu'il ne faut surtout pas lire, les grands syndicats français auraient saisi la Confédération européenne des syndicats afin que celle-ci exclue Solidarnosc. En effet, et c'est juste grave, je veux dire quelque part, Solidarnosc prônerait des valeurs incompatibles avec celles de l'Union européenne. En clair, Solidarnosc défendrait la dignité humaine, la liberté de conscience et d'expression, la famille, les racines chrétiennes de l'Europe et autres aberrations. Eh bien, le secrétaire général de la CFDT résume parfaitement cette position invraisemblable de Solidarnosc. Je le cite, « Il s'agit d'un positionnement ignoble ». Il a raison, quoi, le secrétaire général de la CFDT, il a bien raison. Solidarnosc est un des acteurs principaux de la chute de l'empire communiste, dictatorial, génocidaire, monstrueux, et qui a essaimé dans le monde entier le communisme le plus pur et le plus meurtrier. Eh bien oui, ça c'est ignoble, ce qu'a fait Solidarnosc. Elle a raison, la CFDT. Solidarnosc, tu dégages illico presto de la Confédération européenne des syndicats. Du coup, l'on peut facilement comprendre que Macronor Passeur Vaccinator se pourlèche les babines de joie d'avoir en face de lui des interlocuteurs comme ceux de la CFDT ou de la CGT, acteurs comme lui de la déconstruction générale de notre pays. Vivement un Lech Walesa et un Solidarnosc français qui fasse s'écrouler d'un seul coup ces piliers de la déconstruction de notre douce France. Je vous souhaite une très bonne soirée. Avant de vous parler de l'excellent Charles Prat, je voudrais adresser un message chaleureux à Monique Stephen Thurston, qui habite dans le Vermont, aux États-Unis, et qui ont envoyé à TV Liberté une très courte vidéo qui m'a fait beaucoup rire. On y voit leur chien, un chien magnifique d'ailleurs, appelé Wilbur, qui écoute la musique générique de ma chronique en l'accompagnant d'une sorte de mélopée tout à fait étonnante du style « Ouh ». C'est ce que l'on appelle un chien mélomane. Et j'en profite pour adresser aux époux Thurston, ainsi qu'à leur chien mélomane, tous mes vœux de bonheur pour l'année 2022. Vœux que j'adresse également à toute la magnifique communauté TV Liberté, avec l'espérance de voir les locataires de l'Élysée prendre leur clic et surtout une grosse claque dans quelques mois et disparaître définitivement du paysage politique. Avec un peu de chance, une 12e dose de vaccin en viendra peut-être à bout avant l'élection. Je profite aussi de cette chronique pour remercier du fond du cœur tous ceux qui m'écrivent ou écrivent des commentaires sur YouTube au sujet de mes chroniques. Je lis systématiquement ce qui m'est adressé. Cela m'enchante vraiment et je m'excuse de ne pas répondre toujours à tout le monde. Revenons à notre ami Charles Prat. Le Charles, ça n'est pas n'importe qui, il est magistrat, il est consciencieux, il est intègre et son travail est de dénoncer tous les abus et autres fraudes commis par nos dirigeants. Et il faut avouer qu'il pourrait publier 257 000 ou 258 000 livres sur le sujet. Pour le moment, il n'en a publié que 2. Ce qui est peu, mais ces 2 livres-là pèsent très lourd, aussi lourd que Marlène Schiappa d'amour, qui n'est pas vraiment squelettique. C'est du lourd, comme disent les jeunes. Parmi les scandales qu'il dénonce, Charles Prat rappelle dans son dernier livre que nous sommes 67 millions d'habitants en France. Ça, c'est un fait incontestable, nous sommes 67 millions. Or, les administrations sociales déversent leur générosité à 75 millions d'habitants. Comme le dit Tante Gertrude, après qu'elle se soit livrée à plusieurs heures de calcul sur son gros cahier noir. 75 moins 67, cela doit faire quelque chose du genre 8. La Tata en conclut qu'il y a genre non genré, 8 millions de Français qui n'existent pas, mais qui sont honorés par la générosité étatique.
Supposons que soient versés à ces 8 millions d'ovnis, par exemple, 1 000 € par an. Cela signifie qu'il y a 8 milliards d'euros balancés dans la nature, comme ça, pour voir, pour rigoler. Tante Gertrude, à la fin de son calcul, a piqué une telle colère qu'elle a jeté son gros cahier noir dans la cheminée et le cahier a brûlé en dégageant une fumée noire qui aurait fait hurler le moindre écolo de passage. Il faudrait quand même qu'elle apprenne à se maîtriser, la tata. Revenons à notre Charles national. Il explique dans son livre que l'Assemblée nationale a fait un rapport sur le sujet et que ce rapport fait désormais partie des 58 milliards de rapports qui ne seront jamais lus par personne. Il explique aussi que la Cour des comptes a demandé des explications aux administrations et que la Cour des comptes n'a évidemment reçu aucune réponse à ces questions. En revanche, Charles Prat a fait quelque chose de très momoche. À dérape grave, je veux dire comme on dit à Neuilly, il a dénoncé ce qui est à l'évidence un scandale d'État. Et là, il a encouru les foudres de Dupont qui mord le Yéti et il va voir ce qui lui en coûte de braver la toute-puissance dictatoriale de la République. Courage, Charles, le Dupont sera bientôt peut-être en train de faire ses valises et qu'il aille au diable. Je vous souhaite une très bonne soirée. De plus en plus de Français commencent à se poser des questions fondamentales sur l'esprit, sur l'âme qui anime réellement Macronor Passeur Vaccinateur et sa maman Bricheton. Car il y a manifestement chez ces deux-là un côté Mr. Jekyll et un côté Dr. Hyde qu'il importe de décrypter le plus vite possible car les élections approchent à toute allure. Côté pile, le Manu semble propre sur lui. Porte de jolis costumes et de belles cravates, pourrait éventuellement être invité chez vous pour un café gourmand, semble rassurant, même s'il semble incapable d'aligner 2 phrases intelligentes à la suite. Tante Bricheton, de son côté, a une allure de grand-mère qui s'est fait tirer la peau, qui peut sembler rassurante, qui se balade la main dans la main avec son fiston et exhibe en permanence un grand sourire qui peut sembler tout à fait niais, mais qui a le mérite d'exister. Cela dit, derrière le côté pile, il y a le côté face. Et là, tout se gâche. Je ne reviendrai pas sur tout ce qui est archi connu sur ces 2 personnages sinistres, et notamment le fait que tante Bricheton a tout de même réalisé avec Manu ce que l'on appelle un détournement de mineur, qui à l'époque aurait dû la conduire en prison. Par chance pour elle, son détournement de mineur, par ses sens en folie, a été couvert par les jésuites qui ont étouffé l'affaire comme il se doit. L'on n'est pas jésuite pour rien. Je m'arrêterai là sur tout ce qui est connu et archi-connu concernant ce couple consternant. Je voudrais ce soir parler d'une chose qui montre à quel point ce ménage problématique est au minimum un peu malade et au maximum inspiré par les esprits des plus mauvais. Je veux parler du massacre de l'Élysée qu'ils ont orchestré méticuleusement. Des photos ont circulé depuis longtemps sur Internet montrant que des pièces magnifiquement décorées ont été massacrées à la tronçonneuse par le couple infernal qui a truffé ce palais magnifique de tableaux, de tapisseries, de mobilier, de tapis, de bibelots qui sont à la beauté ce que la chaleur de l'enfer est à la fraîcheur printanière. Objectivement, pour promouvoir à ce point la laideur la plus glauque en remplacement de la beauté la plus pure, il faut probablement être inspiré par l'esprit du mal, par des forces démoniaques, et disons-le plus simplement par le diable en personne. Le diable dans un nouveau rôle, conseiller artistique de l'Élysée. Nous savons, puisqu'elle l'a dit publiquement, que la plantureuse et avantageuse Marlénouche Yappadamour discute avec les esprits mauvais et fait tourner les tables. À l'évidence, son patron, Macronor Diapolicor, et qui a eu le diable au corps lorsqu'il avait 15 ans avec sa maman Bricheton, n'a pas choisi la Marlénou au hasard. Et ce bonhomme est encore crédité de plus de 20% d'intention de vote pour les présidentielles. Nous pouvons nous demander qui ose encore vouloir
voter pour un tel personnage? En réalité, tous ces gens dégagent une formidable odeur de soufre, annonciatrice d'une vie éternelle chaud bouillante. Nous n'avons plus qu'à espérer que le couple infernal, dans un proche futur, poursuivra son œuvre diabolique, non plus dans un palais français chargé d'histoire, mais dans sa propre résidence de bord de mer, du côté de la Normandie. Je vous souhaite une très bonne soirée. Tel le coq plastronnant au milieu de ses poules et poussant des cocoricots à tour de bras, le gouvernement cocoricotise à tour de bras sur les chiffres du chômage. À l'en croire, le chômage ne cesserait de baisser et devrait bientôt se situer autour de 7% de la population active grâce à une politique menée de main de maître. Hip hip hip, hurrah, vive le gouvernement anti-chômage! Une fois de plus, la réalité est fort différente de la communication gouvernementale. Car si nous prenons toutes les catégories de chômeurs, c'est-à-dire les catégories A, B, C, D, E, nous atteignons le chiffre astronomique de presque 7 millions de chômeurs pour une population active d'une trentaine de millions de personnes. Si l'on ajoute à ces presque 7 millions de chômeurs une catégorie indéfinissable comprenant les personnes sorties du système et ne figurant dans aucune statistique, nombre d'économistes estiment que le pourcentage réel de chômeurs en France est de l'ordre de 30%. Ô bonne mère, nous voilà bien loin des chiffres flatteurs avancés par le pas bon le maire, dit Bruno, ministre de l'économie de son État. Comment expliquer ce chiffre catastrophique de 30% de chômeurs ? Par un manque criant de compétitivité de notre économie en général, puisque nous exportons de moins en moins, que nous importons de plus en plus, que le coût du travail en France est exorbitant, que le taux des prélèvements obligatoires atteint des sommets, que le flux continu d'immigrés ruine la France, que le travail est de plus en plus déconsidéré, que l'éducation nationale déséduque consciencieusement la jeunesse, etc., 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 etc. Bien sûr, un nombre non négligeable de personnes arrivent à tirer son épingle du jeu par des petits trafics en tout genre, notamment dans les plus de 1000 quartiers difficiles hors de contrôle, par solidarité familiale, par l'action des associations caritatives, par du travail au noir, je suis raciste, j'aurais dû dire par du travail non blanc, etc., 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 etc. Mais l'on ne peut bâtir une politique économique sur une telle réalité. C'est la raison pour laquelle le problème de l'immigration sera au cœur des élections du printemps prochain, car la première mesure de redressement à prendre est évidemment de stopper ces flux d'immigration incontrôlés qui déstabilisent en profondeur le système économique français. Au point où nous en sommes, il faut que nous soyons conscients qu'il ne s'agit plus de réformer notre système économique, mais qu'il faut tout simplement le sauver de la descente aux enfers dans laquelle il s'est engagé. Je vous souhaite une très bonne soirée.